Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel hors-série spécial microbiote intestinal. Un hors-série de 5 épisodes au cours desquels j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuelle, experte du microbiote intestinal chez Naïbou. Mais qu'est-ce que Naïbou ? Naïbou est une société rennaise spécialisée dans l'analyse et la compréhension de nos intestins. Grâce à Naïbou, tu peux tester en toute autonomie la santé de ton microbiote intestinal, la composition de ta flore et identifier une éventuelle dysbiose intestinale. Ça permet de valider ou d'invalider certaines pistes et rend les conseils prodigués par les médecins et les praticiens comme les naturopathes encore plus précis et plus adaptés à la personne. Et si tu es fidèle au podcast depuis quelque temps, tu sais d'ores et déjà que nos intestins ont un rôle central dans notre santé. Et d'ailleurs, on l'a vu lors du premier épisode de ce hors-série. Je te mettrai le lien de celui-ci d'ailleurs dans la description de cet épisode. Pour ce deuxième épisode, nous allons approfondir notre connaissance du microbiote via le spectre de notre assiette, à savoir comment optimiser la santé de sa flore intestinale et donc sa santé en général grâce à notre alimentation. C'est parti ? Allez, je te laisse rejoindre ma conversation avec Emmanuelle. Belle écoute ! Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre hors-série dédié à la santé de nos intestins et plus particulièrement au maintien de l'équilibre de notre microbiote intestinal. Alors je te propose aujourd'hui de nous focaliser sur l'une des manières les plus concrètes, disons, pour en prendre soin. En tout cas, la manière que l'on imagine et à laquelle on pense le plus souvent. Mais aussi l'une des causes les plus fréquentes de son déséquilibre, à savoir notre assiette. Alors déjà pour planter un peu le décor, pourquoi notre assiette a-t-elle tant d'influence sur notre santé intestinale ? Eh bien parce qu'en fait ce qu'on ingère, ça va se retrouver directement dans notre tube digestif. Donc ça va être en contact avec notre structure intestinale et notre microbiote intestinal. Donc en fait ça va vraiment être en contact et agir, on va dire, sur l'intestin. Et le microbiote est là pour justement aider à digérer certaines particules, certaines fibres alimentaires notamment, et permettre de retirer certains nutriments, de retirer plus de calories de ce qu'on ingère. Aussi, on parle souvent que l'assimilation de notre bol alimentaire, l'assimilation des vitamines, des minéraux se fait au niveau de la paroi intestinale. On parle aussi souvent en naturopathie de porosité intestinale qui pourrait influencer de manière assez néfaste cette biodisponibilité et cette assimilation. Est-ce que justement la qualité de notre flore intestinale a à voir avec cette porosité intestinale et cette mauvaise ou au contraire bonne assimilation de toutes nos vitamines et nutriments? Oui, parce qu'en fait le microbiote, s'il est altéré, il peut causer des réactions inflammatoires. Donc causer une inflammation à bas bruit qui se développerait au niveau de l'intestin. Et ça va jouer sur la porosité intestinale, donc le passage d'éléments étrangers qui sont contenus dans le tube digestif vers l'intérieur de l'organisme et qui peuvent également
déclencher des réactions immunitaires et de l'inflammation. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette assimilation des vitamines et des minéraux qui va jouer un rôle assez important dans notre niveau de vitalité. Alors, on parle souvent les personnes qui viennent consulter un naturopathe, c'est pour avoir aussi une liste de compléments alimentaires. Alors, moi, c'est mon avis très personnel, je suis pas une pro des compléments, notamment parce que souvent, il y a une prescription un peu trop automatique des compléments sans derrière justement s'intéresser à cette qualité intestinale, à cette qualité de la flore intestinale et prescrire et prendre des compléments alimentaires. Là en plus on enregistre ce podcast, on est en période automnale, hivernale, donc là c'est à foison que l'on voit des pubs sur les compléments alimentaires. Oui, ça peut être utile, mais déjà ça porte bien son nom, c'est en complément d'une alimentation et on va le voir justement dans la suite de l'épisode. Mais surtout c'est aussi à condition que derrière vous ayez bien une qualité de la flore intestinale, une qualité de votre paroi intestinale qui vous permette d'assimiler correctement l'entièreté de ce que vous apportez via l'alimentation et via vos compléments. Sinon, en gros, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ouais. Est-ce que tu valides mon point de vue ou pas? Tout à fait, parce qu'en fait, c'est très important de pouvoir, comme tu dis, assimiler les choses. Donc en fait, il faut prendre soin de sa structure intestinale, de la perméabilité et de l'imperméabilité intestinale pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'irritation, d'inflammation, d'immunité qui est constamment stimulée parce que agressée en fait parce que on a une inflammation intestinale. Oui. Du coup, gardez bien ça en tête si vous voulez, pour le bien de votre santé et pour le bien de votre portefeuille, quand une personne ou quand vous êtes face à une publicité sur les compléments, hop, pensez juste, déjà, est-ce que je m'alimente correctement? Parce que c'est la première source en vitamines et en micronutriments. Et deux, est-ce que ma santé intestinale est bonne et capable d'assimiler tout ça? Et si vous dites oui à ces deux questions, dans ce cas, ok, une bonne cure de compléments pourrait peut-être booster votre vitalité. Alors justement, on a parlé d'alimentation, on a commencé à parler d'alimentation. Est-ce que tu as connaissance d'aliments ou de familles d'aliments qui auraient un impact néfaste sur notre microbiote intestinal? Des choses prouvées. Alors oui, déjà les produits transformés ont tendance à être mauvais pour les inflammations intestinales, dont on parlait juste avant, et le microbiote intestinal. Donc ça va réduire la diversité du microbiote intestinal et puis en réduire la qualité. Donc les produits transformés sont à limiter au maximum. Donc essayez d'acheter vous-même vos fruits, vos légumes, ou si vous consommez du poisson, de le cuisiner vous-même, pareil pour la viande, etc. Donc faut faire attention à limiter tout ce qui a été vraiment processé, transformé par l'industrie agroalimentaire, parce qu'en général c'est moins bon, nutritionnellement parlant, et pour le microbiote que des choses qui sont plus brutes. Donc ça c'est quelque chose qui va vraiment jouer sur le microbiote. Il y a également le sucre qui est néfaste pour le microbiote intestinal, donc ça a été également prouvé. Manger trop de sucre, ça n'apporte pas des bonnes choses pour le microbiote et ça réduit également la diversité. Donc ça, faut faire attention. Tous les sucres ne sont pas équivalents. Hein. Si vous me dites que vous mangez un carré de chocolat noir par jour, c'est pas dramatique. Il faut pas non plus diaboliser. Je pense qu'il faut prendre du plaisir à manger. Mais quand on a une consommation excessive de sucre, essayer de la réduire et de se questionner aussi pourquoi je mange tant de sucre, parce qu'en général, il y a des causes... le stress, l'ennui, enfin ça, je suppose que tu as déjà abordé ces sujets-là. En tout cas, le sucre et les produits transformés, ce sont des choses à limiter. Il y a également l'alcool qui joue beaucoup sur tout ce qui est inflammation intestinale et microbiote. Donc pareil, réduire la consommation si possible, c'est quelque chose d'important. Et puis, certains additifs, donc on en revient à la transformation des produits, certains additifs ont été prouvés, en tout cas pour l'instant chez l'animal, comme néfaste pour le microbiote intestinal. Donc ça c'est assez important de se diriger vers des produits bruts ou des produits le moins transformés possible. Après on peut acheter une pizza quand on n'a pas le temps de cuisiner une fois de temps en temps, c'est pas non plus un problème, mais c'est des habitudes à modifier doucement. Oui, on parle bien d'habitudes générales, on parle pas de cas exceptionnels qui font que notre vie est pleine d'imprévus et qui fait qu'elle est pétillante également. Donc ne stressez pas par rapport à ça. Voilà. Pour apporter un peu plus peut-être de détails ou de rondeur, est-ce que tu pourrais creuser la notion de sucre justement, parce que tu as dit que tous les sucres ne sont pas équivalents, mais est-ce que quand tu parles de sucre, tu parles de glucides de manière générale, ou est-ce que tu différencies les deux? Quel type de sucre vraiment serait néfaste pour notre microbiote? Alors je parlais plus de sucre simple, effectivement,
plus que des sucres qui se trouvent par exemple dans les féculents, l'amidon, etc. Je parlais plus de sucre simple et plutôt de sucre raffiné. Donc le sucre blanc, ça va être le plus mauvais, on va dire. Ensuite, il y a des sucres qui peuvent être intéressants nutritionnellement, comme le miel, le sirop d'agave, qui vont apporter des minéraux, des vitamines. Donc il y a vraiment une échelle, en fait, on va dire, sur les produits sucrés. Et également, les édulcorants ne sont pas nécessairement mieux que le sucre, parce qu'ils nous habituent toujours à ce goût sucré, voire ils le développent. Donc parfois, ils peuvent vraiment desservir les personnes qui souhaitent réduire leur consommation de sucre. Mais je parlais vraiment plus de glucides simples, effectivement. Oui, parce qu'après, il y a tous les glucides complexes, les céréales complètes, les céréales anciennes qui vont être aussi, au contraire, riches en acides aminés essentiels, et en plein de minéraux très importants. En sucre également naturel, vous pouvez avoir tout ce qui est sucre complet, qu'on appelle aussi rapadura, le sucre de la fleur de coco aussi, qui va être excellent. Si vous voulez plus d'informations sur le sucre, j'ai mon tout premier ou deuxième épisode de podcast qui remonte, donc s'il vous plaît, soyez indulgents sur la qualité de l'épisode, mais qui est dédié aux différents sucres et alternatives au sucre. J'y présente même mon astuce qui m'a permis de passer d'un chocolat au lait à 100% maintenant, un cacao 100% avec beaucoup de plaisir. Mais si ça vous intéresse, allez y jeter une petite oreille. Et juste pour terminer sur la notion de sucre, tu as parlé aussi un petit peu de pulsions de sucre, qui peuvent être liées à l'ennui, à la sphère un peu émotionnelle. Également, les pulsions de sucre pourraient être liées à ce qu'on appelle au candida albicans, donc cette fameuse bactérie. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur cette bactérie, notamment la pathologie que l'on nomme candidose. Oui, alors en fait, nous chez Naïbou, pour l'instant, le candida albicans, c'est quelque chose qu'on ne détecte pas encore dans notre test, puisqu'on est vraiment sur les bactéries, et candida, c'est un mycète, enfin un champignon. Donc en fait, c'est quelque chose pour l'instant qu'on ne détecte pas, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont une flore qui est perturbée parce qu'il y a une surcroissance, une surpopulation de candida albicans, donc ça c'est quelque chose de très important et qui peut, notamment chez les femmes aussi, qui peut surpeupler en fait les flores vaginales aussi. Voilà, du microbiote vaginal et intestinal. Et donc l'un des symptômes de ce surdéveloppement du candida, et donc qu'on appelle candidose, c'est notamment cette pulsion de sucre qui est en fait tout simplement expliquée par le fait que le candida se nourrit en fait de sucre. Donc il amène l'hôte, à savoir nous, à manger plus de sucre pour lui permettre de se développer davantage. Donc voilà, pour ce qui concerne la pulsion de sucre, ça peut être émotionnel et ou dû à ce champignon qui surpeuple notre organisme. A contrario, quels sont les aliments qui, au contraire, vont favoriser la bonne qualité de notre microbiote intestinal ? Alors les aliments, les nutriments les plus importants, ça va être bien sûr les fibres végétales. Donc en fait, le microbiote intestinal se nourrit des fibres végétales qui n'ont pas été digérées par l'organisme, et donc qui arrivent au microbiote qui va en retirer en fait sa source de nourriture. Donc ça c'est très important, donc ça se trouve dans tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes dont tu parlais tout à l'heure. Ça va contenir des fibres qui vont nourrir notre microbiote et donc lui permettre en fait de se développer, d'héberger des bonnes bactéries. Ça c'est vraiment le pilier de la nourriture du microbiote intestinal. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont bénéfiques pour le microbiote, comme les oméga 3, qui sont un type de graisse qui est retrouvé notamment dans les poissons gras, donc tout ce qui est saumon, maquereau, sardines, hareng, ça va contenir beaucoup d'oméga 3. Il y a également certaines huiles végétales, donc l'huile de colza, l'huile de lin qui va contenir beaucoup d'oméga 3, et puis les oléagineux, donc noix, noisettes, noix de cajou, ça c'est des choses qui vont contenir des oméga 3. Et ça permettrait d'améliorer le microbiote et d'avoir en fait des espèces bénéfiques qui vont coloniser votre intestin. Il y a également les antioxydants. Donc ça, ce sont des choses qui se retrouvent beaucoup dans les fruits, principalement tout ce qui va être baies, fruits rouges, puis également le raisin, la myrtille, aussi c'est très riche en antioxydants. Il y en a un petit peu dans le vin rouge aussi. Donc, c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. Quand tu as mentionné l'alcool et la cigarette, je voulais apporter cette petite bémol sur l'alcool en disant mais le vin rouge, c'est vrai, de bonne qualité, d'origine biologique et pourrait être antioxydant, donc bénéfique. Ouais. Du coup, maintenant, il y a des vins nature, des vins bio qui sont
nutritionnellement plus intéressant. Après, ça apporte tout de même de l'alcool, donc à consommer avec modération. Mais faut pas non plus se culpabiliser. Voilà, si on prend un verre de vin de temps en temps, ça apporte aussi des bonnes choses. Et puis c'est pareil pour le chocolat noir, pour un peu de café, un peu de thé. Voilà, ça apporte des antioxydants. Donc il faut se faire plaisir. Et il y a des bonnes choses en fait dans ce qui est assez peu transformé au final. On peut trouver des bonnes choses pour nourrir le microbiote. Encore une fois, c'est une question d'équilibre parce que tout à l'heure, tu parlais d'antioxydants apportés par les fruits, mais oui, les fruits, c'est bon, mais à forte dose, c'est aussi trop de sucre, trop de fructose. Donc c'est toujours à forte dose ou alors, en fonction des personnes et de leur pathologie, peut-être intestinale, il y a effectivement, en plus, des aliments qui pourraient être pas forcément très bénéfiques. Mais de manière générale, on parle bien d'un équilibre en fait alimentaire et d'une variété alimentaire également. Tout à fait. Et parce que l'alimentation, ce n'est pas non plus que ce que l'on met dans notre assiette, as-tu connaissance d'habitudes alimentaires à privilégier ou peut-être aussi à limiter si on souhaite maintenir un microbiote intestinal en bonne santé? Alors déjà, il faut essayer d'avoir une alimentation diversifiée. Donc, c'est-à-dire ne pas toujours manger la même chose. Donc c'est pas mal de respecter les saisonnalités justement, parce que ça permet de changer l'alimentation selon ce qui est disponible. Donc essayez de manger local, vous allez manger forcément plus diversifié que si vous mangez la même chose tout au long de l'année. Ça c'est tout simple, mais ça va vraiment nourrir le microbiote et apporter des bonnes choses en fait dans certaines peuplades, dans certaines populations qui vivent vraiment au rythme des saisons. Ils ont un microbiote qui suit une saisonnalité. Parce que justement il s'adapte à ce qu'il mange et c'est vraiment différent selon les saisons. Et c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça, je pense, dans les pays plus industrialisés, où on a accès à tout de manière très simple. On voit des bananes toute l'année, des avocats toute l'année, par exemple. Donc ça, c'est important de manger diversifié. Et également, manger lentement, c'est bon. Alors, pour le microbiote, c'est on va dire, un effet sûrement indirect. Mais en tout cas, c'est bien meilleur pour la digestion, puisque ça permet d'éviter certains ballonnements, certaines aigreurs, certaines douleurs d'estomac. Ça permet également au cerveau de recevoir les signaux de satiété qui disent « c'est bon, je suis rassasié », parce que si on mange en 10 minutes, on va pas avoir ce signal. Donc en fait, on va continuer de manger même si en fait on a mangé assez. Donc ça, c'est important de s'écouter, de pas manger en trop grande quantité, en fait de respecter ses besoins. C'est important pour le microbiote intestinal. Il y a certaines bactéries qui n'aiment pas quand on mange en trop grande quantité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et moi, je suis convaincue, j'aimerais faire une étude sur ça, que en fait, quand on prend du plaisir à manger, ça nourrit un bon microbiote, puisque il y a vraiment un dialogue entre, on le disait à l'épisode précédent, entre l'intestin et le cerveau. Et je pense que justement, quand on prend du plaisir à manger, ça doit favoriser un bon microbiote, parce que il y a plus que la nourriture qu'on partage. On partage un moment, on partage du plaisir, et on le voit de toute façon sur les prises alimentaires. Quand on prend du plaisir à manger, quand on prend conscience de ce qu'on mange, on va moins manger et on va être plus rassasié, on va être plus satisfait de ce qu'on a mangé, on n'a pas besoin de grignoter après, voilà. Donc sur le microbiote, je suis convaincue que ça a une action positive. Donc en fait, pour moi, il faut avoir une bonne alimentation, mais pas nécessairement se culpabiliser, pas nécessairement bannir des choses si c'est pas nécessaire, et puis essayer de vraiment se concentrer autour du repas et d'en faire un moment privilégié. Mais j'espère que tu arriveras à mener ces études et que tu arriveras à prouver cette hypothèse. Il faut des épicuriens pour ça, mais parce que ça nous permettrait de percevoir l'alimentation de manière un peu différente, comme qu'on pourrait de la manière dont on pourrait avoir connaissance de l'alimentation, notamment dans les régimes que l'on peut suivre, etc. Et aujourd'hui, la notion de plaisir, on la sous-estime, je pense. Ça peut derrière amener à des troubles du comportement alimentaire quand c'est vraiment excessif, mais tout simplement aussi effectivement pourrait amener à rendre plus triste notre flore intestinale au final. J'ai une petite dernière question, parce que on parlait tout à l'heure d'alimentation et des habitudes alimentaires à privilégier. On parle aussi beaucoup en naturopathie de repos digestif. Donc on a ce qu'on appelle, on fait un jeûne un peu naturel, physiologique, qui est le jeûne nocturne. Est-ce que tu as connaissance d'études qui prouveraient que le jeûne intermittent serait bénéfique pour le microbiote intestinal? Alors oui, il y a justement une étude qui est parue récemment et qui prouverait que ça aurait des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Là, on parle bien de jeûne intermittent.
C'est des études qui ont été menées sur des jeunes relativement courts. Et ça a effectivement aussi des effets sur l'inflammation, parce qu'en fait, la prise alimentaire engendrerait une inflammation normale, en fait, physiologique, mais espacer la prise du dîner et du petit déjeuner, par exemple, de environ 16 heures, ça permettrait de limiter cette inflammation et puis de réduire les grignotages aussi, de justement contrôler cette inflammation et revenir à un niveau basal, on va dire, avant de reprendre la prise alimentaire. Mais effectivement, le jeûne intermittent aurait des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal et sur notre intestin. Ouais. Alors juste pour remettre un petit peu de contexte, il existe plein de principes qui sont bénéfiques d'un côté, mais qui peuvent aussi avoir des effets un peu plus néfastes en les voyant avec d'autres perspectives. Je m'explique. Face à une personne qui notamment souffre de troubles du comportement alimentaire ou une personne qui a un déséquilibre hormonal, là, il est aussi prouvé que le jeûne intermittent, en tout cas trop de jeûne, pourrait être néfaste pour ce type de personnes-là, malgré le fait que pour autant le jeûne intermittent puisse être bon pour le côté inflammation. Donc effectivement, c'est à prendre avec des pincettes. Là, on parle bien de l'effet du jeûne sur la qualité de notre microbiote, et c'est tout. On prend pas en compte d'autres types de perspectives, d'autres types de pathologies existantes chez une personne spécifiquement. Voilà. Oui. Eh bien écoute, merci beaucoup Emmanuelle. Ouais, merci. Je pense qu'on a fait le tour sur la relation étroite entre notre alimentation et la santé de notre microbiote intestinal et donc notre niveau de vitalité. Et pour terminer l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire la chose que nos auditrices doivent garder en tête pour cet échange? Je pense que ce serait de limiter au maximum, autant que faire se peut, la consommation de produits transformés et de revenir à une alimentation un peu plus brute. Voilà, on peut se permettre des écarts de temps en temps, c'est pas un problème, mais essayer de limiter la consommation d'aliments transformés. Ouais. Et pour les personnes qui se poseraient la question, mais qu'est-ce qu'un aliment transformé ou aussi ultra transformé? Je vais apporter plusieurs éléments de réponse. La première, j'ai un épisode de podcast dédié à ça, donc je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. J'ai également un article. Et sinon, de manière très pratico-pratique, dès que vous avez un aliment avec des étiquettes, un superbe marketing et une liste d'ingrédients qui est à rallonge, c'est un aliment transformé. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Et bien écoute, je te propose que l'on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce hors-série qui sera dédié à la relation de cause à effet entre notre poids et notre microbiote. Une manière d'aborder la prise de poids ou la perte de poids, mais aussi et surtout le maintien d'un poids dit de santé sous un nouvel angle. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Bon, à la prochaine. À la prochaine, merci. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Emmanuelle t'aura donné quelques clés et des pistes concrètes à intégrer dans tes habitudes alimentaires et tes petites courses pour agir et ainsi prévenir certaines maladies en t'occupant de cette belle population de micro-organismes que tu as dans ton ventre. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Emmanuelle via la page contact Naïbou. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées par écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Aussi, tu peux retrouver mon livre Plus jamais malade, également disponible en version numérique, dans lequel je te livre un max de conseils et d'astuces concrètes pour adopter une alimentation plaisante, gourmande et vitalisante, booster ton immunité et bien entendu prendre soin de ta digestion. Je te mets le lien pour en savoir plus en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix et à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexmraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse te remercier et te repartager en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!